Bonjour, aujourd'hui on va voir un joli théorème qui donne lieu à un joli développement assez transversal, et c'est le théorème de Flanders. Il est dans le carnet de voyage en algébrie, chapitre 2, exercice 2.4 avec sa correction. Et le théorème est très simple, il dit la chose suivante: si on a E, un sous-espace vectoriel de matrice réelle carrée de taille n, tel que R, c'est le max des rangs de A dans l'espace E, alors la dimension de E est bornée par NR. Voilà. Et cette borne, d'ailleurs, on verra tout à l'heure, elle est atteinte. Bien. Ça demande pas grand-chose comme ingrédient, mais vous allez voir que c'est quand même assez transversal. D'abord, le fait bien connu, le théorème du rang, qui dit que si le rang de A est égal à R, alors A est équivalente à la matrice JR, célèbre matrice JR, avec IR 0, 0, 0. Bon, je vous laisse imaginer, comme R est plus petit que N, on a une matrice carrée ici de taille R, et là une matrice carrée de taille N-R. Bien. Le non moins célèbre résultat qui dit que si le rang de A est égal à petit r, alors tous les mineurs de taille R plus 1 de A sont nuls, donc tous les déterminants des sous-matrices de taille R plus 1 sont nuls. Bon, ça c'est assez clair. Encore un troisième ingrédient que tout le monde connaît: si P est un polynôme réel, d'accord, qui s'annule en tout R, alors P est identiquement nul. Voilà. Même si s'annule en une partie infinie de R, alors il est identiquement nul. Donc ça c'est bien connu, c'est lié au fait que R est infini. Voilà. Quand un polynôme s'annule sur un ensemble infini, le polynôme est identiquement nul. Et le quatrième est un petit peu plus tordu. Regardez, sur R puissance 2m, m c'est un entier positif évidemment, alors on va regarder cette forme quadratique, q de x1 jusqu'à xm, y1 jusqu'à ym, donc ça c'est un 2m uplé, d'accord, de R, et la forme quadratique c'est x1 y1 plus x2 y2 jusqu'à plus xm ym. Eh bien, cette forme quadratique est non dégénérée. Bon, ça, c'est assez clair. Si vous regardez dans la base canonique de R puissance 2m, la matrice, non pas de Q pour pas avoir des fractions, mais de 2Q, comme ça on multiplie tout par 2, eh bien, vous voyez que vous allez avoir la matrice par bloc 0, IM, 0. Ça, c'est la matrice identité de taille M. Donc ça, son déterminant, évidemment, est non nul. Il vaut 1 ou moins 1, c'est clair. Et donc, cette forme quadratique est non dégénérée. On s'en servira tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va montrer le théorème. Et la première étape, elle est assez classique, d'accord? Comme A est de rang R dans E, et A, du coup, s'écrit d'après le point 1 sous la forme P, JR, Q. Alors, entre parenthèses, P et Q sont des matrices inversibles de GLN de R. Eh bien, je peux remplacer E par P-1, E, Q-1. D'accord ? Alors, effectivement, les hypothèses du théorème vont être encore valables, parce que cette transformation étant linéaire, elle va envoyer un sous-espace vectoriel sur un sous-espace vectoriel, et elle conserve le rang, puisqu'on multiplie à gauche et à droite par des matrices inversibles, donc le max du rang dans l'espace vectoriel va rester conservé. Donc, on peut remplacer E par lui, sans changer les hypothèses du théorème, et ce qui va se passer, c'est que comme A est dans E, JR va être dans E'. Donc on peut, ce E' là, donc on peut supposer E égale E', c'est-à-dire on peut supposer que JR est dans E. D'accord ? Voilà, donc ça, on démarre bien avec ça. Maintenant l'étape 2. Alors je vais regarder Y dans E,
Et je vais montrer que tout y dans E, que je décompose en matrice bloc ici, alors y11 est de taille, c'est le bloc diagonal de taille R, y22 c'est le bloc diagonal de taille n-r, et ça c'est des blocs rectangulaires. Et bien pour tout y dans E, eh bien, je vais avoir y22 égale 0, forcément, à partir du moment où JR est dans E, et y21 fois y12, elles sont multipliables ces deux-là, eh bien c'est aussi la matrice nulle. Bien, alors ça on va le montrer, un petit peu plus dur. Regardons. Eh bien, comme E est un espace vectoriel, et que JR est dans E, et que Y est dans E, ben, quel que soit lambda dans R, JR plus lambda Y est dans E. Alors maintenant, on va regarder ça par bloc. On écrit par bloc JR plus lambda Y, et je vais dire que ces matrices-là sont toutes de rang inférieur ou égal à R, puisqu'elles sont toutes dans E, et que R, c'est le max. Bien, des rangs. Comme elles sont toutes de rang inférieur ou égal à R, d'après le point 2, dès que je vais prendre un mineur de taille R plus 1, ça va s'annuler. Qu'est-ce que je vais prendre comme mineur de taille R plus 1? Regardez, je vais prendre des mineurs comme ça, d'accord, mais pour cette matrice-là, mais des mineurs où je vais choisir une ligne I strictement plus grande que R et une colonne J strictement plus grande que R. Donc voilà, hein, d'accord, on va avoir LI, c'est donc une ligne de Y de 1, et CJ, c'est une colonne de Y1, 2, et petit y IJ, eh ben, c'est le coefficient IJ de Y. Alors, quand je vais prendre cette sous-matrice, pour cette matrice-là, hein, JR plus lambda Y, ça va me donner donc IR plus lambda Y1. Bon, là, ça ne change pas. Ici, on va avoir lambda CJ, ici lambda LI, et ici lambda YIJ. Voilà. Et je sais que ce mineur, d'après le point 2, il est nul, quel que soit lambda. Mais regardez, s'il est nul quel que soit lambda, eh bien, je peux factoriser par lambda, par multilinéarité sur la dernière colonne, et donc, bon, en factorisant, je prends lambda différent de 0, il m'en reste encore une infinité de lambda. Hein. Donc, j'ai évidemment que ce polynôme est nul. D'accord? En tant que polynôme en lambda, donc, d'après le point 3, en tant que polynôme. Donc ici, je vais regarder ça en tant que polynôme, j'ai IR plus X, X c'est ma variable hein, polynomiale, Y11, X, L, I, et là comme j'ai factorisé, j'ai CJ, YJ égale 0, d'accord, en tant que polynôme. Donc j'évalue le polynôme en 0, et ça va être nul, évidemment. J'ai donc IR 0, CJ, YJ égale 0. Donc ça nous fait YJ égale 0, parce que ce déterminant, il est égal à YJ. Donc, vous voyez qu'on a montré ça, puisqu'on a pris une ligne quelconque et une colonne quelconque, donc tous les points ici sont nuls. Donc Y de 2 est nul, ça c'est démontré. Il reste à montrer que Y de 1, Y1, 2 est nul aussi. Regardez, maintenant que YJ est nul, je peux mettre 0 ici, d'accord? Donc, comme j'ai 0 ici et lambda ici, maintenant je peux factoriser lambda sur la ligne, par multilinéarité sur les lignes. Eh bien, ça va me faire que, bon, pareil, je factorise lambda, lambda je l'élimine en prenant lambda non nul, ce qui fait que ce polynôme en lambda est nul. D'accord ? Ici, polynomialement, je prends maintenant, je peux remplacer lambda par grand X et dire que ce polynôme est nul, et donc il est nul pour x égale 0. Comme il est nul pour x égale 0, ça fait IR LI CJ 0 égale 0, comme déterminant. Alors regardez, qu'est-ce que c'est ce déterminant? J'affirme que ce déterminant, c'est ça fois ça moins ça fois ça. Regardez, c'est moins LI CJ.
Alors attention, LI c'est une ligne, CJ c'est une colonne, elles sont multipliables, d'accord? Et donc ça fait un nombre, puisque une ligne fois une colonne, ça fait un scalaire. Donc ici, vous allez avoir moins LICJ égale 0. Mais il faut quand même le montrer. Et regardez, pour le montrer, j'utilise le pivot de Gauss, mais un pivot de Gauss par bloc. Là, je prends cette matrice, d'accord? Je lui fais le pivot de Gauss par bloc, c'est-à-dire je vais la multiplier par IR moins LI 0 I N moins R. Donc quand on va multiplier, là j'ai IR. Là, bah, c'est fait pour, c'est le pivot de Gauss, j'ai 0. Là, j'ai CJ. Et là, j'ai moins LI CJ. J'ai fait juste un calcul par bloc matriciel. Donc ici, son déterminant, c'est 1. Ici, c'est le déterminant que l'on cherche. Et ici, le déterminant, c'est moins LI CJ. Donc, ah oui, ça fait bien que ce déterminant que l'on cherchait, c'est bien le produit de moins LI fois CJ. Donc, on a montré que LI fois CJ égale 0. Si toutes les lignes ici, multipliées par toutes les colonnes ici de Y12 sont nulles, eh bien, ça veut dire que Y21 fois Y12, c'est la matrice nulle, parce qu'elle est composée, toutes ces composantes sont de la forme LICJ. Donc voilà, on a montré l'étape 2. Maintenant, il reste à montrer que si un espace vectoriel est constitué de matrices blocs comme ceci, avec ici 0 et ici les produits de ces matrices rectangulaires nuls, eh bien, le sous-espace vectoriel est de dimension inférieure à NR. C'est ce qu'on va montrer tout de suite. Alors maintenant, l'étape 3, où on va utiliser les formes quadratiques réelles, justement. Regardez, vous prenez F, un sous-espace vectoriel. On suppose que F est inclus dans l'ensemble des matrices qui s'écrivent comme ça par bloc, avec S fois T égale 0. Mais ici, le bloc est nul. Attention. Alors, la dimension de F est forcément inférieure ou égale à R fois N-R. Voilà. Bon, bah, c'est en fait juste le point 4, regardez. On écrit finalement que S fois T égale 0. Ça veut dire que pour tout IJ, pour tout coefficient IJ de cette matrice, on va voir que le coefficient est nul, mais le coefficient, c'est ce produit-là. Voilà. Donc maintenant, je regarde la trace de ST. Ben, comme ST est nul, la trace est nulle. Et maintenant, comme la trace est nulle, ça veut dire que la somme ici pour I égale J, donc I, donc ça veut dire la somme des SIK, TKI, K parcourant de 1 à R et I de 1 à N-1, ça fait 0. Mais ça, regardez, c'est exactement la forme quadratique Q sur tous les SIK et les TKI. D'accord ? Ça va être les SIK, ça les TKI. Quand finalement on va poser M, ça va être R facteur de N-R, et on se convainc qu'on a exactement la même forme quadratique. Voilà. Donc, elle est non dégénérée, et de plus, comme elle est nulle là-dessus, mais ça c'est pas un espace vectoriel, elle est nulle sur F, qui lui est un espace vectoriel. Donc, la restriction de la forme quadratique Q à F est égale à 0, ce qui veut dire que F est inclus dans son propre orthogonal. Mais comme la forme est non dégénérée, son orthogonal est de dimension 2m moins dim F, donc la dimension globale, ici c'est 2m moins la dimension de F, ce qui veut dire que dim de F est inférieur à cette dimension, donc avec un petit tour de passe-passe, on a que dim de F est inférieur à M, qui est égal à R facteur de N-R. Et donc, on a bien notre étape 3, et on peut passer à l'étape 4, là, c'est juste la formule du rang. On regarde l'application linéaire qui va de E dans MR de grand R, on l'appelle phi. À Y, elle associe juste la partie Y11 qu'on a définie tout à l'heure, en haut à gauche, le bloc RR de Y. Eh bien, vous voyez bien que clair phi, c'est égal à F, d'accord, qui est inclus là-dedans.
d'accord, parce que c'est ker phi. On sait déjà qu'on a des zéros ici. Maintenant, comme j'ai le noyau, ben ici, j'ai 0 ici, donc j'ai déjà une borne pour la dimension de f, et im de phi est inclus forcément dans m petit r, ce qui veut dire que j'ai une borne aussi pour la dimension de im de phi. Donc j'ai une borne, par la formule de rang, pour la dimension de E. La dimension de E va être inférieure ou égale à R facteur de n-R d'après l'étape 3, plus R2, évidemment, ce qui fait NR, comme annoncé. Voilà. Pour terminer, vous remarquerez quand même que si R égale 0, ça se tient bien, parce que si le max des rangs c'est 0, dim2 égale 0. Si R égale n, oui, si le max des rangs c'est n, on ne peut rien dire de E, donc tout ce qu'on peut dire c'est que la dimension de E est inférieure à n2, donc la formule est assez raisonnable, et que en plus c'est atteint, c'est-à-dire que pour tout R, je peux trouver un espace vectoriel de matrice de dimension nr et dont le rang max est égal à R. Oui, vous prenez les matrices ici, donc l'ensemble des matrices nn, où vous avez un bloc ici nr, d'accord? Donc ça, il y a n lignes et r colonnes, avec des zéros là. Donc forcément, ces matrices, à cause des zéros qui sont ici, elles vont être... Donc ça, c'est bien un espace vectoriel d'abord, c'est bien un sous-espace vectoriel, et le rang maximum est bien R, d'accord, d'après ici. D'ailleurs, ça contient JR, et c'est maximum. Et la dimension de E est égale à NR, ce serait presque vulgaire de le démontrer. Voilà, on a terminé, et ça nous fait, je pense que vous êtes convaincus, un joli développement qui tient bien ces 15 minutes.